Bien, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous entendre parler de l'évincement des Récollets par les Jésuites après l'occupation anglaise en Nouvelle-France. Je vais vous présenter rapidement, en fait, là, pour celles et ceux qui vous connaissent peut-être un peu moins, la présence française en Amérique du Nord et de littérature viatique en Nouvelle-France. Vous avez publié récemment en 2019 aux éditions de Septentrion 2 tomes des œuvres complètes de Samuel de Champlain, une édition en fait en français moderne de tous les manuscrits, cartes et autres œuvres imprimées du navigateur. Et dans le cadre de cette conférence, pour les rendez-vous d'histoire, vous proposez en fait d'éclairer une partie de l'histoire des Récollets et des Jésuites sous un regard nouveau, avec des archives en fait que vous avez retrouvées en France et en Belgique. Les Récollets, ce sont des franciscains. Et ils sont arrivés à Québec dès 1615. Ils sont venus ici avec Samuel de Champlain. Et donc très vite, eh bien, ces missionnaires récollets, ils sont partis en mission chez les Hurons et chez les Montagnais, et ils ont été les premiers missionnaires à apprendre les langues amérindiennes. Et par exemple, dès 1616, l'un d'entre eux, le père Joseph Le Caron, a commencé à réaliser un dictionnaire de la langue huronne. Les jésuites sont arrivés plus tard, ils sont arrivés en 1625 à Québec. Et ils ont travaillé avec les Récollets. D'ailleurs, pendant quelque temps, ils ont vécu ensemble, et ils ont fait des missions communes en particulier auprès des Hurons. Et puis, qu'est-ce qu'on sait justement sur ces années-là, ces premières années-là qui vont être passées en France, en Nouvelle-France, excusez-moi, avant justement Et 1929? donc, on est à l'époque de Louis XIII. Hein, le roi Louis XIII règne sur la France depuis 1610, et depuis 1624, il a comme principal ministre le cardinal de Richelieu. Voilà. Et puis, justement, vous parlez de la prise de Québec par les Anglais, en fait, qui va être un événement majeur, on s'entend. Tous les Français sur place vont partir en France. Comment ça va influencer les Récollets, les Jésuites? Alors donc, il y a une guerre qui éclate entre la France et l'Angleterre 1627, hein, une guerre qui est marquée par des combats sur l'île de Ré, et une guerre qui est marquée aussi par le siège de La Rochelle par les troupes de Louis XIII et par l'incapacité des Anglais à venir en aide aux Rochelais. Alors les Anglais ont subi de lourdes défaites pendant cette guerre, et leur seule réussite, leur seul grand succès, ça a été la prise de Québec, donc le 19 juillet 1629. À ce moment-là, les Français qui étaient à Québec ont été faits prisonniers, en particulier Samuel de Champlain. Et Samuel de Champlain, ainsi que les Récollets et les Jésuites, ont été obligés de partir d'abord en Angleterre, puis après en France. Et il y a qu'une seule famille qui est restée à Québec, c'est la famille de Marie Rollet et donc la femme de Louis Hébert et de ses enfants. Les négociations pour la restitution de Québec ont duré longtemps, et c'est seulement à la suite de la signature du traité de Saint-Germain-en-Laye en 1632 que Québec a été restitué à la France. Et donc en 1632, seuls les jésuites sont revenus. Qu'est-ce qui explique en fait ça, que les Récollets aient pas suivi en fait également à Québec? Voilà, alors là, il y a les historiens, ils se sont penchés sur cette question, et il y a deux thèses qui se dégagent dans l'historiographie. Alors, il y a une thèse qui est plutôt favorable et c'est une thèse qui a été soutenue en particulier par un historien jésuite, le père Lucien Campeau. Et il y a une autre thèse qui est plus favorable aux Récollets, et cette thèse, elle a été défendue récemment par une historienne française qui s'appelle Caroline Galland. Alors, selon la thèse favorable aux Jésuites, donc la thèse qui est soutenue par Lucien Campeau, bon, Lucien Campeau, il a beaucoup étudié les archives du Saint-Siège à Rome, et il a pu révéler, il a pu montrer qu'en 1633, le Saint-Siège a essayé de créer à Québec. Il a demandé au roi de l'argent pour créer cet évêché.
Et le Saint-Siège a proposé à Louis XIII de nommer comme évêque de Québec un Récollet, le père Ponce. Alors ça, c'est quelque chose qui a beaucoup déplu au roi Louis XIII parce que c'était une atteinte à ses prérogatives. En France, c'était le roi qui nommait les évêques depuis le Concordat de Bologne de 1516. Alors Louis XIII a très mal pris cette initiative du Saint-Siège et il en a beaucoup voulu au Récollet. Alors donc l'historien Lucien Campeau, lui, il insiste là-dessus, sur cette initiative malheureuse du Saint-Siège qui a finalement porté préjudice au Récollet. Alors Caroline Galland, elle défend une thèse qui est plus favorable au Récollet, et elle met l'accent sur les menées des jésuites. Elle explique que ce sont les jésuites qui sont à l'origine de la création de la Compagnie des 100 associés en 1627, compagnie qui finance la colonie de Québec, grâce à un monopole de la traite des fourrures, à partir de 1627. Et elle dit que si les jésuites ont pu revenir à Québec seuls en 1632, c'est parce qu'ils avaient le soutien de la Compagnie des 100 associés. Et elle dit que finalement, les jésuites ont tout fait pour écarter les Récollets de Québec. Alors, ces deux thèses, elles s'opposent pas radicalement, elles sont complémentaires. Finalement, bon, elles insistent bien sur l'importance du Saint-Siège. Donc, le Saint-Siège, en voulant créer un évêché à Québec dès 1633 avec à sa tête un Récollet, ben, le Saint-Siège a beaucoup déplu à Louis XIII. Donc, Louis XIII en a voulu au Récollet. Et cette ensuite, ils ont pu profiter de cette défaveur des Récollets. Ils ont été plus rapides, ils ont fait preuve de beaucoup plus d'opportunisme. Et en fait, ils ont pu bénéficier de l'appui des dirigeants de la Compagnie des 100 associés, dans la fondation de laquelle ils avaient joué un rôle important. Voilà, alors ça, ce sont les deux thèses qui s'opposent dans l'historiographie. Et j'ai eu la chance de retrouver des correspondances qui mettent en lumière d'autres aspects, et en particulier le rôle très important qu'un Récollet, le père Georges Le Baillif, a joué finalement dans l'évincement des Récollets par les Jésuites 32. Et qui est Georges Le Baillif, en fait? Pouvez-vous nous le présenter un peu, son parcours, et puis qu'est-ce qu'il amène en Nouvelle-France aussi? Voilà, alors le père Georges Le Baillif, c'est un personnage qui est important dans l'histoire des débuts de la Nouvelle-France, mais c'est un personnage qui est mal connu. Et finalement, les renseignements qu'on trouve sur le père Le Baillif, on les trouve surtout dans l'histoire de la Nouvelle-France de Marcel Trudel. Mais j'ai pu retrouver des correspondances. Alors à Paris, ce sont des correspondances qui sont conservées à Paris, mais aussi à Bruxelles et même à Rome. Et ces correspondances nous donnent des informations très intéressantes sur le père Georges Le Baillif. Alors, ce sont des correspondances, par exemple, d'un érudit français qui s'appelle Jacques Dupuis, mais ce sont aussi, j'ai utilisé également les correspondances de nonces qui étaient en poste à Bruxelles, à la fin des années 1620, ainsi que la correspondance d'un bourguignon qui était au service de l'infante Isabelle qui dirigeait les Pays-Bas espagnols, Philippe Giflet. Alors tous ces documents nous apportent des informations intéressantes sur le père Georges Le Baillif. Alors ce qu'on sait, c'est que le père Georges Le Baillif était un Breton. Il est issu d'une famille de la noblesse bretonne, hein, les Le Baillif, qui étaient seigneurs de
trouvait dans la commune aujourd'hui dans le Finistère, donc à l'extrémité de la Bretagne, dans la commune de Plomby. Et j'ai retrouvé un document de 1613 qui montre que le père Georges Le Baillif était à ce moment-là cordelier, c'est-à-dire moine franciscain, dans un couvent qui se trouvait près de Morlaix. D'ailleurs, les bâtiments existe encore aujourd'hui. On a l'église, en particulier de ce monastère, est encore debout. C'est le monastère de Cuburien, le monastère de Saint-François de Cuburien, près de Morlaix. Donc en 1613, Georges Le Baillif était moine dans ce monastère et c'était déjà un prédicateur assez réputé dans la région de Cuburien. Il prêchait chaque dimanche en 1613 à Morlaix. Donc la ville qui se trouve tout près de là. Alors c'est à ce moment-là, il était franciscain, il n'était pas encore récollet. La réforme récollette n'avait pas encore touché son monastère, et très vraisemblablement, Georges Le Baillif a quitté le monastère de Cuburien pour rejoindre le monastère franciscain de l'île de Sésambre, au large de Saint-Malo. Et ce monastère franciscain de l'île de Sésambre a adopté la réforme des Récollets en 1618. Alors ça, c'est important parce que le monastère de Sésambre n'existe plus aujourd'hui, il se trouvait juste en face de Saint-Malo, donc sur une île. Donc le père Georges Le Baillif était bien connu par particulier par les marchands de Saint-Malo. C'était un prédicateur à succès, et probablement dès cette époque-là, eh bien, il a fait la connaissance de César de Vendôme. Alors César de Vendôme, c'est un personnage important. Il était gouverneur de Bretagne, aussi amiral de Bretagne. Et ce personnage, César de Vendôme, était un fils naturel du roi Henri IV et de Gabrielle d'Estrées. Donc c'était un bâtard royal, et il était le demi-frère du roi Louis XIII. Et donc probablement dès la fin des années 1610, eh bien, le père Georges Le Baillif a été un confesseur, un des confesseurs du duc César de Vendôme. Alors, on arrive en 1620. Alors, vous savez peut-être que en 1620, la vice-royauté de la Nouvelle-France a changé de type titulaire. Auparavant, c'était le prince de Condé qui était vice-roi de la Nouvelle-France. Et à la fin du mois de février 1620, il a vendu la vice-royauté de la Nouvelle-France au duc Henri de Montmorency, qui était son beau-frère. Alors à ce moment-là, le duc Henri de Montmorency a commencé à préparer la création d'une nouvelle compagnie commerciale pour de la traite de la fourrure, et il a commencé à négocier avec des marchands de Normandie, en particulier des marchands de la famille de Caen, donc qui était une famille originaire de Dieppe, mais qui était aussi implantée à Rouen. Alors une partie de la famille était protestante et une partie de la famille était catholique. Et ce projet de création d'une nouvelle compagnie commerciale a fait très peur aux membres de l'ancienne compagnie commerciale, dans laquelle il y avait des Normands, mais aussi des Malouins, des marchands de Saint-Malo. Et les marchands de Saint-Malo ont eu peur d'être écartés de la nouvelle compagnie, et ils ont eu peur de voir les protestants prendre le dessus dans cette nouvelle compagnie. Alors, ils se sont mobilisés, ils ont fait intervenir le duc César de Vendôme, qui était amiral de Bretagne, et comme les Récollets étaient déjà présents à Québec depuis 1615, ils ont pensé pouvoir compter sur leur appui pour écarter les protestants de la future compagnie commerciale, et ils ont envoyé le père Georges Le Baillif
pour essayer d'écarter les protestants de cette colonie, de façon à ce qu'elle reste bien une colonie catholique. Et donc le père Georges Le Baillif est parti en Nouvelle-France, il est parti à Québec en 1620. Et donc il est arrivé à Québec le 11 juillet 1620 en compagnie de Samuel de Champlain et de l'épouse de Samuel de Champlain, Hélène Boulet. Voilà, c'est comme ça que le père Le Baillif est arrivé en Nouvelle-France. Et qu'est-ce qu'on sait justement sur son année, l'année qu'il va passer en Nouvelle-France, en fait, comment il va travailler à son objectif, justement? Alors d'abord, quand il arrive en Nouvelle-France, donc en juillet 1620, il sait déjà, et les Récollets qui sont présents à Québec le savent aussi, il ne restera qu'un an. Hein, c'est la mission, c'est la durée qui a été fixée pour sa mission. Alors pendant l'été 1620, il se passe pas mal de choses à Québec. Les Récollets sont en train de construire leur couvent. Hein, donc leur couvent, qu'on va appeler le couvent Saint-Charles, parce que il est construit au bord de la rivière Saint-Charles. Et ben ce couvent, à l'emplacement de ce couvent des Récollets, se trouve aujourd'hui l'hôpital général de Québec. Hein, et vous savez peut-être qu'il y a encore des parties du vieux bâtiment du couvent des Récollets qui ont été incorporés dans les bâtiments de l'hôpital général. On peut encore les voir aujourd'hui. Donc, le père Le Baillif, il assiste à la construction du couvent Saint-Charles. Alors, bon, l'hiver 1620-1621, bon, l'hiver, c'est toujours une période délicate à Québec, mais l'hiver 1620-1621 est paisible. Il y a pas de scorbut. L'hiver se passe assez bien. Et alors les ennuis vont éclater à partir de l'été 1621, quand des navires de ravitaillement vont commencer à arriver à Québec. Et quel va être le rôle du père Le Baillif, en fait, dans ces conflits-là? Alors donc là, il va y avoir un conflit qui va éclater entre l'ancienne compagnie exploitant le monopole de la fourrure, de monopole de la traite des fourrures, donc ce qu'on appelle la compagnie du Canada, et puis la nouvelle compagnie, pardon, la nouvelle compagnie qui est qu'on appelle la compagnie de Ken. Alors il y a un navire qui arrive au mois de juin 1621 à Tadoussac, c'est un navire de la compagnie du Canada, un navire qui est dirigé par François Gravé, sieur Dupont, un personnage très important dans les débuts de la Nouvelle-France. Et puis un mois plus tard, au début du un navire de la compagnie de Ken qui est dirigé par Guillaume de Ken, qui est un protestant, un marchand de Dieppe, donc qui appartient à la branche protestante de la famille de Ken. Et le conflit éclate tout de suite, puisque Guillaume de Ken veut absolument saisir le navire de la compagnie du Canada, ainsi que toutes les fourrures de la compagnie du Canada qui sont entreposées dans le magasin de l'habitation de Québec. Alors, en août 1621, Champlain envoie il part avec le père Le Baillif pour essayer de résoudre le conflit. Ils partent tous les deux à Tadoussac, mais ça se passe mal parce que le père Le Baillif, il a un tempérament assez fougueux et il déteste les protestants et il y a donc des échanges virulents avec Guillaume de Ken. Ils en arrivent presque aux mains et Champlain essaye d'arrondir les angles. Il sert d'arbitre. Alors pour ce conflit, donc il est très lourd. Alors pour bien expliquer l'importance de ce conflit, il faut rappeler ce qui se passe à ce moment-là en France en 1621. Il ne faut pas oublier
oublier qu'au début de l'année 1621, eh bien, les guerres de religion reprennent en France. Et à partir d'avril 1621, le roi Louis XIII part en guerre contre les Huguenots français qui vivent dans l'ouest de la France et dans le Languedoc. Et donc, les esprits sont assez échauffés. Il y a beaucoup de tensions entre les protestants et les catholiques. Alors, donc ça explique pourquoi les esprits sont aussi échauffés, même à Tadoussac, pendant l'été 1621. Alors, les Récollets sont très remontés contre Guillaume contre le protestant Guillaume de Caen, et les Récollets décident de se mobiliser. Et le 18 août 1621, à Québec, ils rassemblent autour d'eux les principaux habitants de la colonie, hein, et donc en particulier à Champlain parmi eux, et ils rédigent un cahier de remontrance qui devra être présenté au roi. Et dans ce cahier de remontrance, eh ben, ils demandent à ce que le roi mette fin aux querelles entre les deux compagnies, à ce que le roi soutienne à Québec la religion catholique, à ce qu'il interdise aux protestants d'exercer leur culte à Québec, et il demande aussi, les Récollets, la fondation à Québec d'un séminaire pour éduquer des enfants autochtones et pour les christianiser. Et le père Le Baillif est choisi par cette assemblée des principaux habitants de Québec, est choisi comme député pour aller présenter le cahier de remontrance au roi. Et donc, le père Le Baillif, eh bien, il quitte Québec le 7 septembre 1621 et il part en France sur le navire de François Gravé, donc sur un navire appartenant à la Compagnie du Canada. Et quel écho ça va avoir, ce cahier-là, sur le roi de France, toutes les démarches, en fait, du père Le Baillif? Alors, en fait, le père de Baillif, il va rencontrer beaucoup de difficultés parce que il a fort à faire. Il se retrouve en conflit avec la famille de Ken, donc ils sont quand même des puissants marchands, des gens très riches et qui mènent des affaires un peu partout dans le monde, au Brésil, en Asie, et puis aussi en Amérique du Nord. Et puis les de Ken, la famille de Ken est soutenue par finalement l'amiral de France, le duc de Montmorency, et donc la famille de Ken se mobilise et contre-attaque dès l'arrivée du père Le Baillif sur le sol de France, puisqu'ils le poursuivent en justice dès novembre 1621. Ils le poursuivent, ils lui font un procès devant le siège de l'amirauté de Dieppe. En plus, ils savent très bien que on va leur reprocher d'avoir dans leur compagnie des protestants. Et donc, tout de suite, dès décembre 1621, la famille de Ken fait entrer dans sa compagnie commerciale des bien placés, des financiers, des gens qui prêtent de l'argent au roi, donc des personnages très influents. Et donc finalement, le père Le Baillif, il va avoir beaucoup de mal à se faire entendre. En fait, il sera même pas reçu par le roi parce que le roi, il est occupé par la guerre contre les protestants de l'Ouest et du Languedoc. Donc en fait, il y a même pas d'audience royale accordée au père Le Baillif. Bon, les deux Ken, ils ont aussi des. Alors le père Le Baillif, il s'énerve, face à toutes ces difficultés. Et alors, comme il a un tempérament très fougueux, il commet des excès. Il rédige par exemple un pamphlet contre Guillaume de Ken, un pamphlet très dur où il injurie quasiment, il injurie même carrément le père Le Baillif, et ce pamphlet s'appelle La plainte de la Nouvelle-France, dite Canada, à la France sa germaine. Et c'est un pamphlet qui est rédigé donc à la fin de l'année 1621 et qui est imprimé. Et alors, le père Le Baillif se déchaîne contre Guillaume de Ken dans ce pamphlet. Et le père Le Baillif, il va même commettre une erreur très grave, c'est qu'il va faire des faux. Pour être plus convaincant, il va fabriquer lui-même des lettres
qu'il va présenter au roi comme étant des lettres venant de Champlain et d'autres personnes de Québec. Donc il va faire des faux qu'il va présenter au conseil du roi pour obtenir gain de cause. Mais Guillaume de Quesne, les de Quesne se laissent pas faire, il dénonce les manœuvres du père Le Baillif. Et finalement, le conseil du roi, eh bien, il décide de réunir les deux compagnies commerciales, la Compagnie du Canada et la Compagnie de Quesne, pour ne former plus qu'une seule compagnie, qu'on appellera la Compagnie de Montmorency. Alors Guillaume de Quesne, finalement, c'est lui qui est sorti vainqueur de cette crise, hein, grâce à ses relations auprès des membres du Conseil du roi. Le Guillaume de Quesne part à Québec, et c'est pour faire sa campagne de traite des fourrures. Il arrive à Québec le 15 juillet 1622 et il révèle à Champlain et aux principaux habitants de Québec les manœuvres du père Le Baillif. Alors, les habitants de Québec et Champlain sont outrés d'apprendre que le père Le Baillif a fait des faux, hein, qu'il a voulu présenter au roi des lettres qu'il attribuait à Champlain et aux principaux habitants de Québec. Et le 31 août 1622, Champlain a pris sa plume et il a écrit lui-même au père Le Baillif pour lui reprocher d'avoir, je cite, d'avoir fabriqué les dites lettres. Donc vous voyez, les manœuvres du père Le Baillif, ils ont contribué à discréditer les Récollets et même à discréditer les Récollets aux yeux de Champlain. Donc à partir de 1622, la confiance la confiance que Champlain avait à l'égard des Récollets commence à s'émietter. Puis, est-ce qu'on sait autre chose, en fait, sur le parcours du père Le Baillif après son retour en France et tous ces procès? Que l'on possédait jusqu'à présent, nos connaissances sur le père Le Baillif, hein, à partir de 1622, ben, on ne trouvait plus grand-chose sur le père Le Baillif. Alors, dans les correspondances que j'ai retrouvées, on a des informations intéressantes sur ce qu'est devenu le père Le Baillif. Et on découvre eh bien, que le père Georges Le Baillif a été impliqué dans un complot contre Richelieu et Louis XIII, et c'est le complot du comte de Chalais qui est découvert au printemps 1626. Comment il va être impliqué dans ce complot-là? Alors, ce complot, vous savez qu'il y a eu beaucoup de complots de complots fomentés par des grands nobles contre Richelieu et Louis XIII, et le complot de Chalais fait partie de ces complots. Alors, à l'origine de ce complot, eh bien, il faut faire un peu d'histoire de la famille de Louis XIII et de la famille de Louis XIII. Alors, Louis XIII a un frère. C'est Gaston, donc c'est un fils de Marie de Médicis et du roi Henri IV. Il avait eu deux fils qui ont vécu, qui sont atteints l'âge adulte. Donc à ce moment-là, il est duc d'Anjou. Plus tard, il deviendra duc d'Orléans. En 1626, Gaston a 18 ans. Louis XIII est confronté à un gros problème. Louis XIII est marié marié avec Anne d'Autriche, et ils sont mariés depuis 1615. Anne d'Autriche, c'est une Espagnole, et Louis XIII et Anne d'Autriche n'ont pas d'enfants. Donc finalement, et on pense qu'ils ne pourront jamais avoir d'enfants. Donc finalement, tous les espoirs d'une progéniture royale, eh bien, reposent sur Gaston, le frère de Louis XIII. Alors Louis XIII et Marie Médicis, donc la mère de Louis XIII et de Gaston, aimeraient marier Gaston avec une charmante jeune fille qui s'appelle Marie de Bourbon. C'est la fille du duc de Montpensier, donc elle est duchesse de Montpensier. C'est une jeune fille qui est très riche, et donc le roi et sa mère aimeraient
faire épouser par Gaston cette jeune fille. Alors le problème, c'est que Gaston, il n'a pas beaucoup d'attirance pour Marie de Montpensier et est opposé également à ce mariage Anne d'Autriche, la femme de Louis XIII. Anne d'Autriche, elle craint de voir Gaston donner, grâce à ce mariage, un héritier à la couronne. Et elle qui ne peut pas avoir d'enfant, ça la mettrait dans une situation assez défavorable. Donc, elle a dans son entourage une femme qui s'appelle la duchesse de Chevreuse, et cette femme qui est une intrigante, la duchesse de Chevreuse, eh bien, elle élabore un plan. Elle élabore un plan qui permettrait le mariage d'Anne d'Autriche et de Gaston en cas de décès de Louis XIII. Louis XIII est très malade, est souvent malade, il a une mauvaise santé, donc on ne se fait pas beaucoup d'illusions sur la longueur de sa vie. Et donc elle prévoit le mariage d'Anne d'Autriche et de Gaston après la mort de Louis XIII, mort qui pourrait être facilitée, hein. Et elle rassemble autour d'elle des membres de la grande noblesse, dont le duc César de Vendôme, demi-frère du roi. Et elle fait entrer la duchesse de Chevreuse fait aussi entrer dans un jeune homme, le comte de Chalais, donc Henri de Talleyrand-Périgord, qui à l'époque a 28 ans et qui est le grand maître de la garde de robe du roi. Mais bon, le Richelieu veille à tout ça, il a des agents, il a une police qui est assez efficace, et le 13 juin 1626, à Blois, Louis XIII, à la demande de Richelieu, fait arrêter le duc César de Vendôme et le fait enfermer et le fait interroger. Et le 8 juillet 1626, à Nantes, est arrêté le comte de Chalais. Alors le comte de Chalais, il est mis en prison, il y a beaucoup de pression exercée sur lui et il se met à parler, le comte de Chalais, et il donne beaucoup d'informations sur les comploteurs. Alors ce comte de Chalais est finalement jugé à Nantes en août 1626 et il est condamné à mort. Et le comte de Chalais est exécuté, alors dans des conditions qui sont restées très très célèbres, parce que le comte de Chalais et ses amis s'arrangent pour faire disparaître le bourreau. Et donc, on n'a pas de bourreau pour exécuter le comte de Chalais et Richelieu est obligé de prendre un savetier, c'est-à-dire un cordonnier condamné à mort, et il le transforme en bourreau en échange de sa grâce. Le problème, c'est que le cordonnier, il n'a pas beaucoup d'expérience pour décapiter quelqu'un, alors il utilise d'abord une épée d'apparat, une épée de Suisse. Ça marche pas, il sait pas s'en servir, il n'arrive pas à couper la tête du comte de Chalais. Et finalement, il va utiliser une doloire de tonnelier, c'est-à-dire une hache à manche courte. Mais le problème, c'est qu'il s'acharne sur le cou du pauvre Chalais et sa tête ne veut pas se détacher. Et donc, il est obligé de taper sur le cou de Chalais de lui donner une trentaine de coups. Et c'est seulement après une trentaine de coups que la tête se détache. Alors, donc, les circonstances de la mort de Chalais sont absolument épouvantables. Alors, pendant ce temps-là, le duc César de Vendôme, il est enfermé dans le château de Vincennes. Alors, le père Le Baillif, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Eh bien, le père Le Baillif, il était confesseur du duc de Vendôme, donc confesseur d'un des plus importants comploteurs contre Richelieu et Louis XIII. Et Louis XIII et Richelieu, ils sont persuadés que le père Le Baillif, il connaît des informations sur les motivations du duc César de Vendôme. Et donc, Richelieu et Louis XIII veulent absolument faire arrêter le père Georges Le Baillif. Mais le père Georges Le Baillif, entre-temps, il s'est enfui et il s'est réfugié à Bruxelles, donc dans les Pays-Bas espagnols. La Belgique n'existe pas encore à ce moment-là. Bruxelles, c'est une terre espagnole. Et c'est un refuge pour les opposants à Richelieu. Et le père Georges Le Baillif, c'est un bon prédicateur, il sait très bien se faire bien voir auprès des grands. Et donc, il est devenu, il est apprécié par Isabelle d'Autriche, qui gouverne les Pays-Bas espagnols.
Et c'est une infante espagnole. Et le père Le Baillif, on le retrouve comme prédicateur à Bruxelles pour le carême de 1627. Alors, là, Isabelle d'Autriche, en décembre 1626, elle fait une demande à Louis XIII. Elle lui demande d'arrêter à Paris et d'extrader vers les Pays-Bas espagnols un moine bénédictin anglais qui s'appelle John Barnes. Ce John Barnes, c'est un moine du monastère bénédictin anglais de Douai. Donc à cette époque, Douai, c'était dans les Pays-Bas espagnols. C'est quelqu'un qui a fait un livre qui critiquant une décision du pape Paul V, qui avait voulu réunir tous les bénédictins anglais en 1619. Et John Barnes avait fait aussi un livre contre les jésuites qui lui avait suscité beaucoup d'ennemis. Alors, beaucoup de gens dans l'entourage d'Isabelle d'Autriche veulent faire juger ce moine anglais, John Barnes, qui est réfugié à Paris. Et donc, Isabelle d'Autriche de John Barnes à Louis XIII en décembre 1626, et Louis XIII accepte. Donc il fait arrêter John Barnes et il l'expédie aux Pays-Bas espagnols. Mais en échange, eh bien, Louis XIII demande à l'infante Isabelle de lui livrer le père Georges Le Baillif, de faire arrêter et de faire extrader vers la France le père Georges Le Baillif. Alors, donc à ce moment-là, toute la correspondance que j'ai retrouvée raconte cela et raconte ce qui s'est passé. Alors, le père Georges Le Baillif, alors Isabelle d'Autriche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est bien embêtée parce que le père Georges Le Baillif, c'est un religieux, c'est un ecclésiastique, et donc elle demande l'avis du nonce du pape à Bruxelles, qui s'appelle Giovanni Francesco Guidi di Bagno. Et le nonce Bagno, il est résolument opposé à la livraison du père Le Baillif aux autorités françaises. Il ne veut pas qu'un ecclésiastique soit jugé par des laïcs. Alors, Isabelle d'Autriche, elle fait quand même arrêter le père Georges Le Baillif, mais elle ne l'expédie pas en France, elle le fait enfermer dans une prison d'État des Pays-Bas espagnols, dans le château de Vilvoorde. Dans ce château donc de Vilvoorde, qui se trouve près de Bruxelles, c'est un château qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été détruit en 1797. Et le père Georges Le Baillif donc se retrouve enfermé dans ce château qui est assez sinistre, le château de Vilvoorde. Et ce qui est cocasse, c'est que sa cellule se trouve juste à côté de celle de John Barnes, donc ce moine bénédictin anglais qui a été livré aux Pays-Bas espagnols par Louis XIII. Alors, l'arrestation du père Le Baillif, elle suscite beaucoup d'émoi, en particulier en France. Donc, on en trouve une allusion à cette arrestation dans la correspondance de Jacques Dupuy, qui est un érudit français, qui a un frère qui est conseiller au Parlement qui est conseiller du roi, et donc qui est assez bien informé. Et dans une lettre datée du 8 mars 1627, on peut lire ceci, je peux vous lire un extrait. Un père Georges, récollet, prêchant à Bruxelles le carême, breton de nation et connu par Monsieur de Vendôme, a été pris prisonnier à la réquisition du roi et doit être amené ici. On dit que c'est assurément l'échange pour le père Barnes. Alors, ce qui est intéressant, c'est la suite. Ce moine a été autrefois en Canada et avait quelque intendance sur ce trafic. Il se mêle de plusieurs affaires. Voilà, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Le père Georges, qui est enfermé à Vilvoorde, c'est bien le père Georges Le Baillif, donc qui a séjourné à Québec en 1620-1621. Alors l'affaire fait beaucoup de bruit. Le nonce à Bruxelles prévient le pape qui s'appelle Urbain VIII. Et le pape Urbain VIII donc est informé de l'affaire du père Le Baillif. Alors le pape Urbain VIII ne veut absolument pas
que le père Le Baillif soit jugé par des juges laïcs, par la justice du roi. Il veut bien que le père Le Baillif soit extradé en France, mais il ne veut surtout pas que cet ecclésiastique soit jugé par des juges laïcs. Hein, on n'a rien de. Alors, les Français, le Louis XIII dit que ce père Le Baillif est complice d'un crime de lèse-majesté, qu'il a comploté contre le roi, mais en fait, ce qu'il veut, c'est que lever le secret de la confession. Et le pape n'y tient pas. Et si le père Le Baillif, s'il y a quelque chose à reprocher au père Le Baillif, eh bien, ça doit être décidé par des juges ecclésiastiques. Et à cause de ça, à cause de cette opposition du pape, eh bien, l'affaire va s'enliser. Le père Le Baillif, bon, il est bien traité dans la prison de Villevorde parce que le nonce du pape à Bruxelles, il donne de l'argent au geôlier pour que le père Le Baillif soit bien nourri, pour qu'il soit bien traité. Seulement, le problème, c'est que le père Le Baillif, il supporte pas du tout l'emprisonnement. Il tombe malade en prison. Alors, bon, il a des visites, on a le droit de le visiter, il reçoit beaucoup de monde et des gens qui sont très bien placés aux Pays-Bas espagnols. D'ailleurs, il y a une lettre de Philippe Giflet qui raconte que le père Le Baillif, dans un carnet, il notait les adresses de toutes les personnes qui venaient le voir et de toutes les personnes qui pouvaient agir en sa faveur. Et on sait par exemple aussi que le père Le Baillif, pour s'occuper en prison, il a écrit un livre qui a été publié en novembre 1627 et qui s'appelle Du chemin que doit tenir une âme qui quitte le monde. Donc le père Le Baillif, en prison, il se fait passer pour un martyr et il mobilise en sa faveur des gens haut placés. Par exemple, on sait que le confesseur d'Isabelle d'Autriche le soutient. Le confesseur d'Isabelle d'Autriche, c'est lui-même un Récollet, c'est le père André des Soto. Alors finalement, comment l'affaire se termine Eh bien, Isabelle d'Autriche fait intervenir Marie de Médicis, la mère du roi, Louis XIII, et Marie de Médicis accepte de pousser Louis XIII à demander la libération du père Le Baillif à Isabelle d'Autriche. Et c'est ce que Louis XIII fait. Et au début du mois de mars 1628, eh bien, le père Le Baillif est libéré. Alors, il va être, dans un premier temps, il va être emprisonné de Récollet à Bruxelles et finalement, à la demande du nonce, mais finalement, il va être assez vite libéré. Et donc, à partir de 1628, le père Le Baillif disparaît des archives. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, je sais pas quand il est mort, de quoi est-il mort. Ça, j'ai pas retrouvé d'informations. Donc, à partir de 1628. Et le temps file, mais peut-être une dernière question justement là. Comment tout ça en fait va avoir des répercussions sur à la fois les récollets en France, mais également en Nouvelle-France? Voilà, alors donc finalement, cette affaire de Le Baillif, elle a grandement contribué au discrédit des Récollets auprès de Louis XIII et de Richelieu. Louis XIII et de Richelieu perceraient les Récollets. En fait, ce ne sont pas des sujets loyaux. Les Récollets, à cause du père Le Baillif, eh bien, ils ont été impliqués dans un complot contre le roi et Louis XIII. Donc, ils ont attenté contre le roi, même contre sa vie. Et ça, Louis XIII et Richelieu, ils peuvent pas l'accepter. Et ils se tournent beaucoup plus volontiers vers les jésuites parce que les jésuites sont davantage dignes de confiance. Ce sont des sujets fidèles du roi. Et en plus, le père Le Baillif, il a contribué aussi à dégrader les relations entre les Récollets et Champlain, à dégrader même plus tard les relations entre les Récollets et puis la compagnie des 100 associés. Et finalement, tous ces personnages influents, ils n'ont pas soutenu les Récollets après 1632. Et Champlain, la compagnie des 100 associés, ils n'ont pas voulu aussi soutenir les Récollets après 1632 parce qu'ils avaient peur de froisser Louis XIII et Richelieu. Et cette gêne vis-à-vis des suscités par le père Le Baillif, eh bien on la retrouve dans les sources parce que curieusement, eh bien par exemple Champlain ne parle pas est très discret sur le père
ses actions. Il n'en parle pas du tout. Et ça, c'est une habitude chez Champlain, quand il y a quelque chose qui lui plaît pas, il garde le silence, il n'en parle pas. Et cette gêne, on la retrouve aussi chez des auteurs récollets, comme par exemple chez Gabriel Sagard. Et la source qui donne le plus d'informations sur le père Récollet, mais encore, c'est une source très partielle, c'est le premier établissement de la foi, écrit prétendument par Chrétien Leclerc, un ouvrage qui est paru en 1691. Et ça, c'est un ouvrage beaucoup plus tardif, alors c'est lui qui donne le plus d'informations sur le père Le Baillif, mais encore, lui, il ne parle pas de la participation du père Le Baillif au complot de Chalais. Donc finalement, si on veut, hein, l'histoire du père Le Baillif, elle nous montre bien que on peut encore trouver des documents sur les débuts de la Nouvelle-France, hein, des documents qui sont pas connus, et on peut en trouver, comme je l'ai fait, à Paris, mais aussi à Bruxelles et même à Rome. En effet, ça révèle des choses fascinantes qu'on penserait qu'ils seraient connues, mais finalement pas encore. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Éric Thierry, pour cette fascinante conférence. Merci beaucoup. Bonjour, Éric Thierry. Bonjour, Myriam. Merci d'être avec nous pour la période de questions. Merci. Donc, pour tous ceux et celles qui sont avec nous, si vous avez des questions pour M. Thierry, c'est le moment de les poser dans la section des commentaires. Et en fait, pour ma part, j'avais une première question pour vous, justement, là, pour donner le temps peut-être aux gens d'écrire leurs questions. Je me demandais, en fait, qu'est-ce qui, selon vous, explique que, justement, le père Le Baillif soit vraiment dans l'ombre côté historiographie en Nouvelle-France, mais en France? Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup gêné le pouvoir royal. C'est quelqu'un qui a beaucoup déplu au roi, à Louis XIII, au cardinal de Richelieu. Il a beaucoup déplu aux puissants, et donc il a suscité beaucoup de gêne chez les auteurs de cette époque. Chez Champlain, qui garde le silence sur beaucoup d'actions du père Le Baillif, et puis même chez les Récollets, par exemple le frère Sagard, qui a vécu à cette époque-là, et bien le frère Sagard est lui aussi très très discret sur ce sujet. Et finalement, le seul historien récollet qui parle assez abondamment du père Le Baillif, Leclerc, dans un livre qui est paru à la fin du XVIIe siècle, qui s'appelle Le premier établissement de la foi. Mais c'est quelqu'un qui a lui écrit longtemps après les événements, et c'est quelqu'un aussi qui n'est pas très sûr, qui affabule beaucoup. Ouais. Puis en lien justement avec cette question-là, il y a Gilles Herman qui demande, en disant une histoire rocambolesque, en effet, c'est assez fou. Comment travaillez-vous en archive pour trouver tout ça? Est-ce qu'il y a la découverte d'un document qui vous aiguille sur un sujet ou l'inverse? Ça fait longtemps que je travaille sur cette période, à la fin du XVIe siècle, le début du XVIIe siècle, ça fait déjà presque 30 ans. Et donc, au fur et à mesure de mes recherches, je remue beaucoup de vieux papiers, et je fais souvent par hasard des découvertes. Alors, quand je découvre quelque chose, eh bien, j'ouvre un dossier, je range la fiche dans ce dossier, et puis je la ressors quelques mois ou quelques années plus tard, quand j'ai trouvé des compléments. Donc là, tous les documents concernant le père Le Baillif, je les ai trouvés par hasard, en cherchant autre chose. Hein, c'est ce qui se passe souvent dans la recherche historique. Et bon, j'ai la chance aussi de vivre en France, et puis donc d'avoir facilement accès aux dépôts d'archives français. Et en France, il y a une mine de documents sur l'histoire des débuts de la Nouvelle-France. C'est la Bibliothèque nationale de France et le département des manuscrits. Et on peut encore aujourd'hui faire de belles découvertes sur les débuts de la Nouvelle-France. Oui, il en reste beaucoup à découvrir, j'imagine. Il y a une question d'Éric Ouellette. Un des premiers esclaves recensés en Nouvelle-France est Olivier le Jeune, avant que Guillaume Couillard le possède et l'aurait obtenu d'un certain Olivier Le Baillif. Selon vous, y a-t-il un lien entre Georges Le Baillif et Olivier Le Baillif?
Non, non, il y a pas de, il y a pas de lien non, non, il n'y a pas de lien entre ces deux personnes. Et cet esclave, Olivier Lejeune, est arrivé à Québec grâce aux Kirk. Hein, ce sont les Kirk qui l'ont apporté. Non, non, il n'y a pas de lien avec le père Le Baillif. Le père Le Baillif n'a séjourné à Québec que en 1620 et 1621. Merci. On a une autre question de Gilles Herman. Est-ce que l'ordre des Récollets est un ordre important en Europe? Pouvait-il rivaliser avec les Jésuites? Oui, bien sûr, c'est un ordre important en Europe, hein, qui est issu donc de l'ordre des franciscains. Et au début du XVIIe siècle, bon, c'est un ordre récent parce que la réforme des Récollets elle date de la fin du XVIe siècle. Donc c'est un ordre récent, mais qui a beaucoup de prestige en France au début du XVIIe siècle et en particulier à la cour du jeune Louis XIII. La mère de Louis XIII, Marie de Médicis, avait beaucoup de considération pour les Récollets. Les Récollets, ce sont des franciscains, donc ce sont des moines mendiants, et leur idéal de pauvreté, de simplicité, séduisait beaucoup à l'époque. Mais bon, face à eux, ils se retrouvent avec les jésuites. Les jésuites, ce sont des pédagogues, hein, ils ont déjà créé des collèges partout en Europe, et les jésuites sont très influents, ils sont souvent confesseurs de personnes très haut placées, et donc ils disposent d'un réseau qui est beaucoup plus puissant que le réseau des Récollets. Hein, c'est ça qui d'ailleurs, c'est ça qui a fait toute la différence. Les Récollets sont pauvres et donc ils ont manqué à Québec de moyens. Et c'est pour ça que finalement, ben, ils ont dû eux-mêmes en partie faire appel aux jésuites, à l'aide des jésuites en 1625. L'ordre des jésuites a beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de facilité que les Récollets. Mm-hmm. Puis, est-ce qu'il peut y avoir d'autres facteurs qui ont amené au discréditement des Récollets, en fait, envers le roi de France, autre que justement le père Le Baillif? Bon, il y a le problème donc donc la querelle entre les catholiques et les protestants qui a joué aussi un rôle important. À partir de 1620, puis même déjà avant du temps de la Compagnie du Canada dès 1613, les protestants sont très présents qui exploitent le monopole de la traite des fourrures qui permet de financer la colonie de Québec. Et à partir des années 1620, on voit les dévots, donc des catholiques, des catholiques français, qui sont de plus en plus influents, même auprès du pouvoir royal, ou même au sein du Conseil du roi. Et les dévots déploient beaucoup d'efforts pour évincer les protestants, pour évincer les protestants des compagnies de commerce. Et finalement, ils vont réussir en 1627 avec la création de la compagnie des 100 associés, puis pour essayer d'évincer les protestants d'eux-mêmes de la colonie de Québec. Hein, il ne faut pas oublier que ça se situe dans ce contexte et on est en plein dans la réforme catholique et les dévots français sont extrêmement actifs. Et Champlain fait partie de ce groupe des dévots français. Hein, donc, ce groupe est très très influent et de plus en plus influent à la cour auprès du pouvoir royal. Mm-hmm. Et ce sont en plus des personnes qui ont en leur sein beaucoup de financiers, donc des gens très riches et des gens qui peuvent investir qui vont investir dans la compagnie des 100 associés. Mm-hmm. Et puis quand vous faites l'histoire des Récollets, justement, j'imagine que les relations de voyage qui sont énormes, des excellentes sources, pardon. Mais quelle autre source en fait vous utilisez? Pour des archives qu'on peut trouver donc qui existent. Les sources imprimées les plus importantes, ce sont bien sûr les ouvrages de Champlain, en particulier pour cette époque-là, ses voyages qui sont parus en 1632. Et l'autre source qui est très importante, c'est l'histoire du Canada du frère Gabriel Sagard, qui est un Récollet.
Voilà, et Sagard qui arrive à Québec en 1623. Et Sagard, lorsqu'il a écrit son ouvrage, donc il a écrit, c'est un ouvrage qui est paru en 1636, il a eu la chance de pouvoir utiliser écrite par les Récollets qui ont séjourné à Québec, en particulier des textes du père Joseph Le Caron. Et malheureusement pour nous, ces documents Récollets, ces documents manuscrits ont disparu, ont été détruits en particulier par des incendies. Donc Sagard reste une source essentielle. Voilà, ce sont les deux grandes sources. Mais il faut les compléter par les documents d'archives. Par exemple, tout ce que j'ai découvert sur le père Georges Le Baillif, je les ai découverts dans des documents d'archives, dans des correspondances, mais ni chez Champlain ni chez Sagard. Parce que Champlain, il peut être lacunaire et quand des choses le gênent, il garde le silence sur ces choses. Et sur les actions du père Le Baillif, eh bien, il est très très silencieux. Champlain, c'est quelqu'un qui s'est toujours montré très très prudent et qui ne veut surtout pas déplaire au roi. Donc, il ne parle pas du père Le Baillif. Les silences, parfois, c'est quand même très parlant, justement. Justement, c'est ça qui fait l'intérêt aussi des textes de Champlain que j'ai édités. C'est justement grâce aux autres sources, essayer de découvrir les silences de Champlain. Ces silences sont très révélateurs. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Éric Thierry, d'avoir été des nôtres pour votre conférence et la période de questions pour les rendez-vous. Merci beaucoup à vous. Et sur ce, tout le monde qui écoute, restez à l'affût encore. Là, il reste ce soir pour des conférences et demain également. Donc, bonne fin de journée. Merci beaucoup et je souhaite beaucoup de succès au rendez-vous de l'histoire de Québec. Merci.